Ouais, c'est parti. Ben, bonsoir à tout le monde et bienvenue à cette troisième soirée de l'incroyable printemps consacrée au lancement de groupe Incroyable Comestible et avec notre intervenante principale Mathilde et des membres du CA des Incroyables Comestibles France qui sont présents. Je vais lui passer la parole et puis je vous souhaite un bon visionnage. Merci. C'est à toi. Alors du coup, je me présente, je suis Mathilde et je suis en service civique aux IC France depuis novembre dernier. J'ai travaillé sur un journal d'accueil durant les derniers mois, sur comment devenir incroyable, et c'était surtout aussi à la suite de discussions avec certains groupes qui avaient des demandes et auxquelles j'essayais de répondre. Donc là, je vais vous faire une petite présentation un peu résumé quoi de ce que j'ai fait. Et si vous avez des questions, bah, il y aura d'autres gens qui se feront un plaisir aussi de vous répondre, puisque j'ai pas les clés toujours de tout. Je découvre encore un peu. Et, euh, et voilà. Donc je vais lancer ma présentation. Hop. Alors voilà. Donc bienvenue à l'incroyable printemps. Euh, donc on a fait un petit sondage. Donc j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup d'entre vous qui ont un groupe. Cependant, j'ai quand même essayé d'apporter peut-être des nouvelles idées ou des nouvelles choses auxquelles vous n'auriez pas pensé, qui pourraient vous aider dans votre organisation. Voilà. Euh, juste décaler ça. Ouais. Donc voilà, je vais vous présenter un peu le mouvement que vous connaissez déjà, mais surtout rappeler le but, c'est l'humain, c'est l'environnement, c'est le groupe, c'est comment on s'organise et comment on vit avec son écosystème. Euh, j'ai envie de rappeler aussi les trois principes de la permaculture qui finalement sont des valeurs qui sont chères au mouvement, que ça soit l'humain, se respecter, prendre soin de soi et des autres. C'est aussi être respectueux de la nature, des plantes, du vivant, et de contribuer à développer la biodiversité. Euh, et puis, c'est aussi le partage. Pas hésiter à partager non seulement les ressources, les compétences, mais aussi les récolter et des bons repas, parce que c'est aussi ça, les IC. Faut pas oublier de faire un esprit de communauté. Voilà, et de se réunir avec une organisation autour d'un lieu, que ça soit, c'est le lien social. Il faut être l'exemple pour un monde meilleur. Voilà. Euh, ah voilà, j'ai eu un petit bug. Donc le mouvement, il est né en Angleterre en 2008 dans la ville de Tomorden. Donc c'est deux femmes qui sont à l'origine de la création du mouvement, Marie-Claire et Pam Warwost. Alors, euh, Pam Warwost a écrit un livre, Les Incroyables Comestibles, où elle raconte un peu l'histoire de comment lui est venue l'idée du mouvement. Euh, et c'est assez intéressant, ça raconte ses péripéties et ses aventures lors de cette création. Et après, on a aussi d'autres œuvres qui parlent des incroyables comestibles, comme le film Demain de Mélanie Laurent et Cyril Dion, qui lui explore plutôt plein de possibilités pour demain, justement, pour notre avenir futur. Euh, Plein d'idées nouvelles et novatrices, et il parle des incroyables comestibles. Voilà. Le mouvement, il est arrivé en France en 2013, à l'initiative de Jean-Michel Herbillon et François Rouillet. Faut savoir que même si ils ne font actuellement plus partie du CA, ils continuent toujours à côté de travailler sur l'autonomie alimentaire et de trouver de nouvelles idées. Voilà. Donc ils sont toujours au cœur des projets comme ceci. Alors,
Comment créer un groupe? Alors, avant de partir là-dessus, déjà, si vous n'avez pas de groupe, vérifiez autour de chez vous qu'il n'y a pas des associations ou d'autres mouvements en fait qui se rapprochent des IC et qui sont un peu dans le même mouvement. Peut-être qu'il y a déjà des jardins partagés près de chez vous, des gens qui font déjà des activités comme ça. Et essayez peut-être de se rapprocher d'eux avant de recréer un groupe. Voilà. Si vous n'en avez pas, et que vous n'avez pas trouvé sur le site de votre ville des associations qui sont dans le partage et le jardinage, vous pouvez commencer seul. Alors, il y a la méthode en 5 étapes, mais je sais pour avoir discuté avec certaines personnes qui, eux, ont commencé seuls avec juste un bac devant chez eux, qui finalement a commencé à attirer du monde et de la curiosité. Donc, voilà, avec un petit panneau, juste un bac, des petites fraises, et puis ça peut commencer comme ça. Et aussi, à force d'en parler autour de vous, voisinage, travail, vous allez finir par rassembler finalement un groupe de personnes intéressées par le sujet. Ensuite, il y a la méthode en 5 étapes. Dans l'ordre qui est prévu sur celle-là, mais on n'est pas obligé de respecter l'ordre forcément, vous faites comme vous le sentez, comme l'envie vous vient. On se prend en photo devant la pancarte de la commune, on partage les photos et on communique. Chacun voilà, fait son bac devant chez soi pour commencer. Peut-être qu'après, il y a des initiatives plus collectives qui arrivent, une force citoyenne, et finalement, on peut mobiliser les élus et peut-être même demander un terrain. Voilà. Alors, une fois que vous avez constitué votre groupe, il y a des questions? J'ai l'impression d'entendre des... Non? Tout va bien? Tout va bien, Mathilde. Ok. Où est-ce que j'en étais? Oui. Une fois que vous avez fait votre groupe, là, vous pouvez commencer à définir des rôles à chacun. Après, on n'est pas obligé de savoir faire un truc pour faire partie d'un groupe. Ça peut être en fonction de vos compétences, mais ça doit être surtout en fonction de votre envie. C'est surtout ça le principe, c'est de le faire avec envie, avec le plaisir et la joie. C'est pas parce qu'on est informaticien qu'on doit tout de suite se taper tout l'informatique. Si on n'a pas envie, on n'a pas envie. L'important, c'est de le faire vraiment avec envie, avec les autres, et surtout, voilà, rester dans cette idée de convivialité et d'entraide. Ce qui est important aussi, c'est la disponibilité. Il faut, si vous êtes disponible pour le faire, ok, mais on a tous nos vies et ça peut être compliqué des fois d'être disponible, mais il faut surtout voilà, faire en fonction de ses capacités et rester surtout bienveillant. Il y a la question de la gouvernance aussi qui vient. Ça, c'est la façon dont vous allez prendre vos décisions. Quand on est un groupe, ça peut voilà, ça dépend un peu de l'ambiance du groupe. Est-ce que pour chaque décision, vous avez besoin de prendre une réunion et de décider de façon collégiale? Ou alors, vous préférez avoir une personne qui décide finalement, qui est un peu la référente, parce que peut-être qu'elle connaît mieux le jardin, etc. Ou est-ce que vous vous faites confiance les uns aux autres pour prendre une décision? Voilà. Il y a aussi la proposition, dès le début finalement, de poser sur le papier les règles de votre groupe, votre fonctionnement, vos valeurs, votre façon de fonctionner. Je vais aussi revenir sur les rôles, et voilà, je répète ce que j'ai dit, mais aucune compétence n'est pas grave. Le principe, c'est la bienveillance. Et il y a plein de choses à faire, en fait, dans un jardin. Ça peut être l'accueil, ça peut être la communication, ça peut être la relation avec les partenaires, ça peut être des histoires de financement, de coordination. Voilà, ça peut être le jardin, ça peut être juste apprendre, en fait, de venir et dire, moi, je ne sais rien, je veux juste apprendre. Et finalement, voilà, c'est ça qui aussi lance une dynamique. Excusez-moi, je me suis perdue dans mes feuilles. Et je crois que c'est bon. Voilà, pour ceux qui ont déjà leur groupe et qui se sont déjà un peu organisés, je vais quand même essayer de vous apporter aussi d'autres idées, comme par exemple un tableau.
je vous préconise de vraiment lister les compétences de chacun, les envies de chacun, la disponibilité de chacun et le matériel qui peut être disponible, en fait, que vous pouvez mutualiser. Parce que des fois, on arrive et on n'a rien, mais un tel a une perceuse, un tel a une pelle, bon, on peut s'arranger. Alors, le projet. Une fois que vous avez votre groupe, on commence à avoir aussi l'idée d'avoir son projet, son propre projet. Et là, il faut y aller par étapes. Donc d'abord, voir un peu les ressources et les espaces disponibles et accessibles. Est-ce qu'il y a déjà des jardins partagés dans votre ville? Est-ce qu'il y a des espaces en friche que vous pourriez utiliser, auquel cas il faudra demander à la mairie? Est-ce que quelqu'un a un jardin à proposer? Voilà. C'est d'abord voir l'existant et ce qui peut être fait. Ensuite, il faut vérifier que, une fois que vous avez un peu le terrain, il faut aussi vérifier si vous avez un accès à l'eau. Et à ce moment-là aussi, peut-être essayer de faire un planning d'arrosage. Parce que ça demande quand même un peu de temps. Ce qui peut être important, c'est aussi la signalétique. Qu'on sache que vous êtes là, que vous êtes sur ce terrain-là. Une bonne signalétique aussi, c'est pouvoir expliquer aux gens, sensibiliser sans être forcément tout le temps là. Et puis, j'y reviendrai, mais une bonne communication au jardin, c'est aussi une meilleure organisation. Alors, il y a aussi l'installation que vous souhaitez mettre en place. Est-ce que c'est des bacs hors sol? Est-ce que vous pouvez planter pleine terre? Auquel cas, il faut quand même faire une analyse des sols. Est-ce que vous voulez faire une spirale aromatique, des mandalas, une lasagne? Voilà, il faut préciser un peu plus aussi le projet un peu plus en détail. Après, on a aussi les acteurs locaux intéressés. Une fois que vous avez un peu votre projet, votre force, j'y reviendrai plus tard, mais les acteurs locaux, c'est important d'avoir des partenaires forts qui peuvent vous soutenir, qui peuvent vous aider, et voilà, qui peuvent faire des dons, qui peuvent partager une communication, mais je redétaillerai ça après. Et après, c'est les canaux de communication que vous souhaitez utiliser. Donc, ça, c'est comment vous souhaitez communiquer sur votre projet. Est-ce que ce sera les réseaux sociaux? Est-ce que ce sera des newsletters? Est-ce que ce sera voilà, Instagram, que sais-je? Et il y a beaucoup, ça peut être la presse locale aussi. Et ça, du coup, aussi, je vais aussi revenir juste après. J'ai eu beaucoup la question quand j'ai discuté avec des groupes locaux de oui, j'ai mon groupe depuis un moment, mais on a du mal à garder la dynamique parce que ça s'essouffle un peu, les gens viennent, les gens partent, etc. Il ne faut pas hésiter à organiser des réunions régulières, formelles ou informelles, mais en fait, même si ce n'est pas autour du jardin, faire communauté, faire ensemble, être ensemble, et que finalement, le jardin puisse devenir aussi un refuge où on est bien, on se sent bien, on oublie aussi le reste, et on est bien avec les autres. Même si des gens n'ont plus le temps de venir au jardin, s'ils ont eu une bonne expérience, peut-être que, bah oui, avec leur ville, ils ont les enfants, ils ont le travail, ils n'ont plus le temps. Mais ça n'empêche pas que s'ils ont une bonne expérience, ils vont revenir, déjà. Et après, voilà, ça peut être prendre l'apéro au jardin, même si, bon, en ce moment, c'est un peu compliqué, ça peut aussi rester en visio. De continuer à discuter des projets ensemble, de trouver peut-être des nouveaux buts, des nouvelles idées. Et voilà, d'être sans jugement et en confiance. C'est entretenir l'esprit de famille, finalement. Faut pas hésiter à faire des ateliers, des événements, parce que c'est ça aussi qui va ramener du monde. Ça va ramener de la curiosité, et surtout, ça permet aussi de continuer à apprendre et d'attirer de nouvelles personnes et de les sensibiliser. Ça va encore pousser la curiosité et finalement ramener du sang neuf. Parce que quelqu'un qui arrive, on lui montre, on fait un atelier, il arrive, il apprend, il s'y intéresse, il voit que finalement, ça pourrait être très simple, et il rejoint le mouvement. Il y a aussi les défis thématiques. C'est aussi pour aller chercher du public qui n'était peut-être pas forcément attiré par le jardin,
mais qui va être attiré par quelque chose d'autre. Par exemple, le zéro déchet. Voilà, ça peut être un défi thématique comme ça. Vous vous donnez le défi à vous d'essayer d'être zéro déchet, mais ça veut aussi du coup appeler un autre public qui n'était pas forcément au jardin. Et aussi se lancer des défis, c'est retrouver aussi une idée un peu de challenge, de continuer à pousser encore un peu plus les idées d'autonomie. Voilà, et puis après, c'est pas grave si on n'y arrive pas, mais au moins d'essayer et peut-être même de voir ce qui marche et de l'appliquer dans son quotidien. Du coup, on revient à la communication. Des outils de communication interne et externe. C'est important, la communication interne, du coup, plus pour s'informer entre nous et rester en lien, finalement, dans le groupe, mais aussi externe pour partager tout ce qu'on fait et finalement encourager à venir et montrer qu'il y a une dynamique qui est là et qui est présente. Donc, du coup, je vais passer sur la communication interne. J'ai une question, du coup, pour vous. Du coup, je veux bien que peut-être vous rallumez les micros, mais quelle communication vous utilisez en interne et qu'est-ce qui marche le mieux? Si vous avez déjà fait l'expérience, est-ce que c'est WhatsApp? Est-ce que c'est Signal? Est-ce que c'est les outils informatiques? Ouais, dites-moi. Tu veux que je te donne un avis? Ouais. Nous, il y avait des réunions à l'origine qui se faisaient pour le journal, d'ailleurs. Et maintenant, on fonctionne sans réunion. Ça se fait directement sur place, en fait, le dimanche, et puis par les réseaux sociaux. Voilà. C'est comme ça que l'on fonctionne. Réseaux sociaux plus sur place le week-end. Tu as ton micro de coupé, Mathilde. Nous, c'est essentiellement du WhatsApp. Voilà, ce que disait Lydie aussi, un groupe WhatsApp, c'est du direct et ça fonctionne assez bien aussi. Oui. Mais moins direct que la présence au jardin. Ça, c'est sûr. Bon, ok. Du coup, je vais vous parler un peu de tous ces outils-là. Je remets mon plein écran. Vous voyez toujours le PowerPoint? Oui? Non. Oui. Oui. Alors, donc oui, on parlait de Facebook. Donc, il y a les groupes privés, du coup, qui sont entre vous. Vous pouvez partager des visuels, des infos, dire voilà, redire les rendez-vous qui sont prévus. Du coup, on a parlé de tout ce qui va être plutôt communication rapide, comme WhatsApp. On a aussi Signal et Telegram qui sont maintenant arrivés pour les échanges plus informels. Et je voulais aussi parler des outils de communication, parce que j'en ai parlé un petit peu au début. Mais c'est important d'avoir une bonne communication en interne aussi pour vous partager les infos, que ce soit un Drive, un Dropbox pour mettre à jour, pour avoir une base de données, par exemple d'images, des archives, voilà, et que si jamais vous partez, que les gens qui reprennent le flambeau ne soient pas perdus. Pour tout ce qui va être aussi organisation. On a Excel, on a Trello. Quand je vous parlais d'un tableau qui répertorie les compétences, comme le matériel, comme qu'est-ce qu'il y a à faire au jardin, par exemple, ça peut être intéressant. Ensuite, si vous avez une boîte mail, parce que nous, on peut vous faire une boîte mail les incroyables comestibles, si jamais vous en avez besoin. Mais c'est intéressant d'avoir une boîte mail dédiée juste au groupe. Parce que faudrait pas que vous receviez tout le temps des messages sur vos mails privés. Surtout, ça permet de centraliser vraiment les informations et que vos partenaires aient une adresse mail à laquelle s'adresser.
Et puis ça vous permettra aussi, voilà, d'avoir une liste de contacts et d'avoir une organisation plus claire. Et du coup, ma fameuse phrase, une bonne organisation au jardin, une bonne communication au jardin, c'est une meilleure organisation. On parlait de la signalétique tout à l'heure. Ça peut être des infos, des tableaux sur qui a fait quoi, qu'est-ce qu'il y a à faire. Ça peut aussi être un plan du jardin, ce qui peut être très joli et assez chouette d'avoir un beau visuel sur ce qu'il y a autour. Des indiquettes pour indiquer les plantes. Je parlais aussi avec Alain de Cherbourg qui lui a fait aussi des panneaux avec des couleurs parce que souvent aussi le souci c'est des fois que les gens récoltent alors que c'est pas tout à fait prêt. Donc c'est bien aussi d'avoir des supports pédagogiques et puis les règles à respecter pour ne pas nuire au voisinage parce que bon quand on bricole un dimanche pour construire un bac et qu'on tape très fort, voilà. Ça peut être gênant, ce serait dommage. Alors, là, il y a la communication externe. Donc là, on a la page qui finalement c'est vraiment publique et du coup ouverte à tous. Et là, vous allez vraiment pouvoir vous lâcher sur une communication vraiment destinée au grand public sur voilà, on a fait ça, des choses un peu plus précises ou même repartager des infos d'autres pages qui vous inspirent et finalement rester dans une communication positive comme ça. Il y a aussi Instagram. Instagram, surtout pour finalement rendre le jardin un peu glamour. Le jardin, c'est beaucoup de photos, donc c'est comment on attire aussi par le visuel et la beauté de la nature. Je pense que vous avez peut-être un site ou un blog qui là va être aussi plus pratique pour pouvoir vous retrouver. Si quelqu'un tape le nom de votre groupe, s'il n'a pas Facebook, bah, ce sera quand même pratique s'il tombe sur un blog ou un site où il y a votre contact. On a la newsletter, on essaye d'en faire. C'est important parce que ça va vous permettre d'informer tout le monde, surtout ceux qui ne sont pas sur les réseaux sociaux. Et puis de raconter un peu ce qui se passe aussi à plusieurs contacts différents. Et puis on a la presse locale et régionale, nationale des fois ça peut arriver. Mais voilà, faut pas hésiter à appeler la presse de votre ville parce qu'ils sont friands aussi de ce qui se fait sur place. Et puis toutes les personnes tous les habitants, tous vos voisins pourront le lire et du coup commencer à être curieux et peut-être chercher à vous rencontrer. Donc c'est important de continuer à entretenir des liens avec eux parce que finalement on reçoit tous le journal de la ville dans sa boîte aux lettres et quand on l'ouvre, ça peut être intéressant de tomber sur les initiatives des incroyables comestibles. Voilà. Si voilà, je voulais quand même revenir sur les bonnes pratiques à avoir sur les réseaux parce que c'est pas toujours évident. Les IC, on prône plutôt une communication positive qui touchera plus de gens parce que si on commence à envoyer que des posts où c'est la fin du monde et qu'il n'y a rien à faire et que tout brûle, alors voilà, on n'a plus trop, on se dit à quoi bon alors que non, genre il y a plein de belles choses à faire. Et il faut montrer qu'on est capable de les faire et que voilà, faut y croire. Donc c'est bien de rester sur une communication positive. Essayez d'ignorer les messages désagréables. Tout doit se faire dans la bienveillance, donc évitez de répondre aux messages haineux ou conflictuels, quitte peut-être même à supprimer le post si c'est vraiment problématique. Du coup, je reviens aussi sur partager les posts des autres groupes et pages que vous connaissez parce que eux-mêmes après pourraient repartager ce que vous postez. Et ça peut être intéressant, surtout ça peut devenir de futurs partenaires. Allô? Quelqu'un a parlé? Bon. Voilà. Ah oui, je voulais dire aussi qu'il faut désigner des gens quand même qui vont s'occuper des réseaux sociaux. Moi, je préconise quand même qu'il n'y ait qu'une seule personne qui s'occupe de Facebook et qu'une seule personne qui s'occupe d'Instagram, par exemple, parce que c'est quand même du temps. Il faut savoir que c'est quand même du temps consacré à ça. Et faire les deux peut s'avérer peut-être un peu long.
autant que les deux personnes se mettent d'accord, mais c'est pareil pour le site, c'est pareil pour la newsletter, c'est pareil pour la presse, que vraiment chacun trouve sa place dans ce qui lui convient le mieux, mais éviter qu'une personne qui s'occupe de tout, parce que c'est quand même assez long de faire une bonne communication sur les réseaux. Ça demande un peu de temps. Et puis voilà, après, vous, comment vous voyez les choses, parce que ça ne vous empêche pas de créer une charte d'utilisation des réseaux sociaux. Quels sont vos messages clés à faire passer et avec quel type d'audience souhaitez-vous communiquer? Voilà, c'est des questions qu'il faut se poser quand on fait les choses. Les partenaires. Donc là, je reviens sur ce que je disais plus haut. Il y a différents types de partenaires. Ça peut être des producteurs, ça peut être des associations, ça peut être des commerçants, comme ça peut être votre mairie. Ça, j'y reviendrai après. Alors, les producteurs. Les producteurs, voilà, les IC, on n'est pas là pour dire qu'on va remplacer les maraîchers, c'est pas le but. Le but, c'est de sensibiliser, c'est de faire un retour à la terre, c'est d'être dans la convivialité. Donc, les producteurs, c'est nos amis et ils peuvent très bien nous proposer des formations. Ça peut être des échanges de savoir, ça peut être des dons de surplus, comme, je sais pas, des semis, ils en ont trop, et puis voilà. Et il faut qu'il y ait un échange qui se fasse. C'est pareil pour les associations. Il y a d'autres associations qui sont peut-être dans la même mouvance que vous, ou qui peuvent être en lien, et avec qui vous pouvez vous soutenir, que ce soit dans la communication, que ce soit dans du matériel. Voilà. Et puis, il y a les commerçants. Les commerçants, ils vont vous permettre aussi, au même titre que les autres associations, de toucher des publics différents et d'attiser la curiosité de vos voisins. Quand je dis ça, je dis par exemple, j'ai une affiche et je la colle chez mon boulanger, comme l'affiche de l'incroyable printemps, avec l'agenda, avec l'adresse, le lieu, mes partenaires. Et en fait, les gens, ils vont juste acheter du pain, ils tombent là-dessus, et ils se disent « Ah, mais c'est quoi ?» Et du coup, finalement, par curiosité, ils vont regarder, et peut-être même qu'ils vont venir. Donc ça vous permet vraiment de toucher un public différent. Et après, c'est pareil, ça ne vous empêche pas de rendre l'appareil au boulanger et de le mettre sur votre affiche. De mettre sur votre affiche, voilà, boulangerie machin a été partenaire de ce projet. Donc, voilà, c'est important de bien s'entourer et de ne pas hésiter à rester connecté à votre environnement. Donc, j'attaque la mairie. Comme je disais, la mairie, faut pas que ça soit un ennemi, il faut que ça soit un partenaire. Alors, je sais bien que c'est difficile. Moi, je me suis posé la question quand j'ai commencé à discuter avec des groupes locaux aussi qui m'ont dit que la relation n'était pas toujours évidente. Et que ça peut arriver qu'on leur mette des bâtons dans les roues. Donc, pour bien préparer, en fait, son projet et rassurer la mairie, déjà, premièrement, il faut leur montrer que ce projet, c'est pas contraignant, c'est un atout pour la ville. Et là, typiquement, j'ai mis une photo du panneau Ville Fleurie parce que dans les contraintes pour avoir les fleurs, pour devenir Ville Fleurie, si on veut les garder, il faut qu'à un moment on plante des comestibles. Donc il faut savoir que la mairie, elle a besoin de nous pour quand même avoir une ville agréable, pour pouvoir prétendre à Ville Fleurie, pour pouvoir attirer du monde, peut-être des nouveaux habitants. Voilà. Donc, il ne faut pas hésiter à appuyer sur l'idée que ça va ensemble. C'est pas contraire. Et c'est toujours dans le respect de l'un et de l'autre. Pour les rassurer aussi, souvent, on peut proposer, nous, ce qu'on dit, c'est proposer une convention d'occupation, une charte d'entretien à signer avec votre mairie. Parce que ça va les rassurer. Et dans cette charte, surtout, c'est de mettre des contacts des référents de votre groupe, qui vont du coup, si jamais il y a un problème, que la mairie sache qui contacter. Ça va la rassurer beaucoup. Parce que souvent, voilà, ils disent oui, mais non, parce que si c'est le bazar, nous, qui est-ce qu'on contacte? On n'a pas confiance. Là, en fait, vous amenez aussi toutes les infos. Et après, si votre projet il est bien précis, c'est-à-dire que vous précisez par exemple l'espace requis,
combien de temps ça va durer l'installation, qui va s'occuper de l'entretien, les contacts, enfin les personnes à contacter si jamais il y a un problème, et l'assurance si besoin, etc. Ça, c'est l'assurance, c'est parce qu'on en a aussi beaucoup parlé. L'assurance, on y reviendra aussi après parce que ça va avec l'histoire de devenir une association. Mais j'y reviendrai après. Est-ce que j'ai rien oublié? Juste sur la mairie, j'en profite pour faire une petite publicité. Fait. J'ai mis le lien. Donc demain, pardon, pas demain, mercredi, il y a une nouvelle conférence pareil à 18h30 avec notre partenaire Graines de Troc. Qui va parler de la résilience alimentaire. C'est un sujet très important et qui va attraper votre maire comme pas possible, y compris peut-être même votre responsable intercommunautaire s'il a la compétence. Et le lendemain, on a l'exemple de la Belgique, donc le jeudi, avec la présence de la ministre wallonne de l'Environnement qui va expliquer pas mal de choses, y compris sur les ceintures alimentaires. Et vous aurez un argumentaire béton pour que votre maire ne vous quitte pas, vienne vous chercher, vous demandez de mettre d'autres jardins et vous pouponne de A à Z. Voilà, j'ai fini. Exactement. Je suis assez d'accord, Johan. C'est vrai que j'avais oublié de le préciser, mais en effet, il y a un très bel argumentaire là-dessus. Alors, du coup, voilà. Rejoindre devient une association parce que être une association, ça a des avantages comme certains inconvénients, surtout administratifs finalement. Ça demande quand même certaines rigueurs administratives. Voilà. Alors, avant de créer votre association, il est peut-être possible de vous joindre à une qui est existante. Je donne l'exemple, par exemple, là, pour le coup personnel. Mais j'ai rencontré les IC de Fontenay-sous-Bois et il s'est avéré qu'ils avaient un jardin, mais qu'ils étaient toujours sous forme de mouvement. Et que c'était 4 femmes qui sont toutes seules. Enfin, elles sont 4 IC. Et puis j'ai rencontré une autre association à Fontenay-sous-Bois qui est l'Effet Cairn, qui est là pareil dans une mouvance de jardins partagés, etc. Et qui eux par contre n'avaient pas de jardin, mais c'est une vingtaine de jeunes de 25 ans, voilà. Donc je les ai fait se rencontrer et eux ils sont sous forme d'association. Donc en fait l'Effet Cairn et les IC de Fontenay peuvent se rassembler et les IC de Fontenay peuvent profiter du cadre juridique de l'association de l'Effet Cairn. Donc ça c'est un exemple. Donc voilà, justement, je reviens sur ça. Les atouts de l'association, c'est d'avoir déjà en premier lieu un cadre juridique et légal qui rassure la mairie et vos partenaires. Ça demande aussi une organisation qui est plus claire, parce que là, on est sur, du coup, une rigueur des rencontres et surtout des réunions avec un ordre du jour, etc., au moins une fois l'an. Ça vous permet d'avoir l'obtention d'une assurance, le fait est d'avoir ce cadre juridique-là. Alors, une assurance, ça s'élève à environ 150 € par an. Je crois que certains, je pense à Laurent, c'est lui qui m'en avait parlé. On pourra peut-être en parler après si vous avez des questions sur l'assurance. C'est la possibilité d'ouvrir un compte en banque. Alors, l'argent, si vous avez besoin, ça peut être pratique pour faire des achats comme des rentrées d'argent, parce que peut-être qu'au bout d'un moment, vous aurez envie d'acheter du matériel, ou peut-être de la terre, ou voilà, ou des formations. Mais ça peut aussi, du coup, à l'inverse, vous permettre aussi de faire rentrer de l'argent, que ce soit par des prestations, que ce soit par des dons, des adhésions, de la vente de miel, que sais-je. Soyez créatifs. Et puis voilà, et puis ça peut être aussi, ça vous permet aussi de pouvoir répondre, du coup, le fait d'avoir de l'argent à gérer, de répondre à des appels à projets régionaux qui vont permettre d'avoir plus de visibilité. Ça va permettre de faire parler encore plus le mouvement et finalement aussi de commencer à avoir une vraie légitimité, en fait. Peut-être aux yeux de la mairie ou des projets plus gros. Ça va vous permettre aussi de demander des financements à la mairie, d'avoir un compte bancaire. Voilà, donc je voulais revenir aussi sur les inconvénients, enfin les inconvénients.
Ce que demande aussi de devenir une association, ça va être toute une gestion administrative avec les réunions de projet, les assemblées générales annuelles, l'accueil des nouveaux adhérents, la suivi d'une trésorerie, la recherche de financement, l'animation de commission. Voilà, c'est aussi beaucoup d'autres choses aussi à gérer en plus, mais qui apportent aussi beaucoup de bénéfices. Donc voilà, on n'est pas obligé d'être une association pour être incroyable. À la base, ça reste un mouvement citoyen. Donc voilà, vous n'êtes obligé à rien, mais ça peut devenir intéressant si votre groupe commence à grossir. Alors, du coup, je reviens sur le financement. On peut faire ça, hein. On n'est pas obligé d'avoir des 1000 et des cents si on veut juste construire un bac. Ça peut se faire avec juste de la récup, ça peut être des dons, ça peut être de l'entraide, voilà, sur la mutualisation des outils. Et puis voilà, ça permet d'être créatif aussi, où on fait avec ce qu'on a. Je reviens un peu personnellement, mais nous au théâtre, parce que je suis comédienne à côté, on n'a pas de décor. On fait avec ce qu'on a, mais ça marche parce qu'on s'amuse quand même et on joue quand même. Donc voilà, tout est possible. Maintenant, ça peut ne pas suffire. Et si ça ne suffit pas, voilà, il y a plusieurs possibilités. Il y a vos fonds propres. Donc ça va être l'adhésion, la vente, comme je disais, de miel par exemple. Ça peut être des prestations aussi, et des ateliers dans des lieux externes, comme par exemple, ça peut être le centre commercial d'à côté qui vous demande de faire une animation sur les boutures. Voilà, ça peut être ce genre de choses. Il y a les financements publics. Donc ça va être les subventions, les appels à projets. Ça peut être les agréments de services civiques. Ça peut être des aides à l'emploi. Ça peut être l'agrément jeunesse et éducation populaire. C'est-à-dire que là, vous allez travailler plus avec les écoles et du coup, on va vous défrayer. Et puis les financements privés. Le mécénat, le sponsoring, les prestations. L'appel à projet de fondation. Là, par exemple, je relance un peu, mais il y a toujours le projet Colisée qui, là, demande ce sont les maisons de retraite, maisons de repos Colisée, qui ont envie qu'il y ait des groupes qui viennent chez eux faire des petites animations. Donc voilà, et c'est défrayé. Il y a des outils qui peuvent vous permettre de mieux gérer aussi le financement. Et le WASO, c'est bien pour faire des campagnes de dons. Mais il y a aussi Asso Connect, pour vous permettre aussi de faire plus la comptabilité, les questions d'adhésion et de dons. Et je crois que nous arrivons au bout. Merci, vous êtes incroyables. Merci Mathilde. J'espère que ça a été. Oui, ça a été. Très bien. On va prendre des questions. Est-ce que vous avez des questions? Et après, je serais curieux de voir des animateurs de groupe avoir leur retour aussi sur leur manière particulière. Voilà. Pardon, je viens de voir un message et je viens de me rappeler de quelque chose. Voilà, pardon. Oui, vous pouvez aussi vous organiser sous forme de ZAD, parce que je vois un message de Lydie, et ça c'est vrai, c'est que si vous avez des projets, vous pouvez aussi constituer des groupes pour vos projets. Ça peut aussi être intéressant. Si par exemple, je ne sais pas moi, vous avez un groupe jardinage, voilà, un groupe spécialisé plus communication, enfin voilà, pour monter des projets, ça peut aussi être bien de fonctionner sous forme de petits groupes et ensuite de repartager aux autres, sous forme un peu d'étoile, quoi. Voilà. Oui, Gérard. Merci. Oui, simplement pour rebondir par rapport à la nécessité ou pas de faire une association. Et je vois là, nous, à Cherbourg, comment ça fonctionne maintenant, parce que finalement, c'est une association qui s'appelle Cherbourg, S-H-A-R-E-B-O-U-R-G. Et en fin de compte, cette association, elle couvre de multiples activités administrativement, quoi. Qui fait qu'en final, on a l'assurance, on a la couverture administrative, mais administrativement, on a échappé à tous les inconvénients qui seraient d'avoir un trésorier, un président, etc., etc. Et ça fonctionne vraiment bien comme ça, quoi. Alors, est-ce que Cherbourg existait avant, du coup, le groupe Incroyable? Oui, parce que avant, oui, tout à fait, dès le début. Et la personne qui a créé le jardin partagé est présidente de Cherbourg aujourd'hui.
Mais avant, il y avait ça. Il y avait deux associations. Comment L'association de Pierre Rabhi, les Colibris. Et Cherbourg étaient nos deux garants. Et maintenant, les Colibris, comme il n'y a plus personne qui en assure la présidence, il n'y a plus que Cherbourg. Mais ça fonctionne comme ça. D'accord, d'accord. Très bien. Juste pour sur les retours d'expérience de groupe lorsque vous avez créé, j'aimerais bien. Du coup, Gérard, tu étais à l'origine au niveau à la création de Cherbourg? Non, De j'étais pas à Cherbourg. l'origine, je suis arrivé D'accord. après. Mais D'accord. par exemple, cette association-là, derrière, il y a des ateliers pour faire du bricolage avec des palettes. Tu as la réparette. La réparette, c'est pour réparer comment dire, tout ce que tu peux avoir chez toi. Mais des réparations de vélo aussi. Il y a tout un tas d'animations qui sont faites sous le couvert administratif de cette association. Mais à chaque fois, c'est des groupes différents. Ça, c'est très intéressant parce que ça retire toute la partie administrative qui peut être rébarbative. Voilà. Et ça couvre toute la ville. Oui. L'activité de cette association, elle est sur l'ensemble de la ville, qui fait quand même 80 000 habitants. Quoi. Alors, c'est pas la même ville que Périgueux. Pardon, je me permets de réagir parce que du coup, sur Périgueux, avec l'archipel des transitions, pardon, c'est vrai qu'on est un peu sur ce principe-là. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on héberge des collectifs pour qui c'est compliqué de se mettre en association ou qui démarrent. Et du coup, ça leur permet de répondre aussi à des appels à projets, d'être un peu plus visible face à des administrations. Et je crois que c'est assez utile comme structure intermédiaire en fait. La seule chose qu'ils nous demandent, c'est d'être représentés au moment des assemblées générales une fois par an. Tout à fait. On a le même principe, ouais. Alors, Sophie, Laurent ou Lydie, ça s'est passé comment votre création à vous? Sophie, oui. Alors nous, on a été obligés de mettre en place une association parce qu'on occupe un site classé, le Haras de Saint-Lô. Un de nos jardins se situe là-bas, donc on a été obligé de faire une convention, de signer une convention avec le Haras et de ce fait de créer une association. Et en fait, je crois que certaines personnes sont parties un petit peu, se sont éloignées d'Incroyable Comestible à cause de ça. Parce que c'était devenu trop formel. C'est devenu trop formel et je pense que certains se sont éloignés un petit peu des Incroyables à cause de ça, malheureusement. Donc on rame, on essaie de les faire revenir. Faire un apéro. On fait que ça. Ouais, il faut jardiner aussi. Hein. Oui, ça fait du bien. Mais on y croit, ça va revenir. Ok. Alors, sauf si Laurent veut prendre la parole, je voudrais juste revenir sur la création au niveau de Honfleur. Alors, nous, ça a été au culot d'une de nos membres. Voilà, donc Hermione pour pas la citer, qui a planté sans rien demander à personne, etc. Et qui a eu donc du coup une couverture médiatique qui a emporté l'adhésion du public et du coup qui a emporté l'équipe municipale derrière qui nous a vraiment déroulé le tapis rouge. Donc en fait, je dois dire que l'adhésion du public a été l'accélérateur pour nous, en tout cas au niveau de Honfleur, qui nous a donné le soutien de la ville. Et à partir du moment qu'on avait le soutien de la ville, ils ont fait la recherche d'espace, qui nous ont mis à disposition les bacs. Là, ils sont quasiment sur le point de nous fournir du matériel. Voilà, franchement, on a eu de la chance. Et on n'est pas une municipalité particulièrement écolo, mais l'adhésion du public a fait beaucoup, vraiment a fait beaucoup. Et je dois dire aussi que un élément que je dois souligner, c'est surtout le travail des autres groupes, des groupes qui nous ont précédés, qui sont là depuis longtemps, dont Cherbourg, dont Périgueux, et toutes les ressources qu'on trouve sur le site internet,
qui permettent de convaincre vos interlocuteurs et d'avoir tous les arguments pour faire mouche. Et faire mouche non seulement au niveau de la municipalité, mais faire mouche aussi au niveau de la presse, et donc faire mouche au niveau des citoyens. Voilà pour Honfleur. Pardon. Vas-y, Lily. J'ai juste envie de dire que je suis vraiment d'accord avec toi, Johan, sur cette force citoyenne qui représente bien ce mouvement, qui est vraiment qui part de l'individu et qui va vers le collectif. Et du coup, c'est un bel exemple dans une ville où on a des élus qui ont leur peur, qui ont leurs limites, qui ne connaissent pas, et cet inconnu peut faire un peu peur. Mais l'incarner soi individuellement et pouvoir le partager à une poignée de personnes qui va aussi essaimer, puisqu'on ne fait que multiplier, et je crois que l'abondance, voilà, elle a bien cette racine-là individuelle. Eh bien, ça crée une vraie force citoyenne. Et là, on a des élus qui commencent à écouter et à être rassurés. Et quand bien même il y a changement de municipalité, chose qui est advenue dans notre petite ville là, eh bien en fait, ils ne peuvent plus arrêter, contrecarrer quoi que ce soit, puisque voilà, les citoyens là, ils sont trop nombreux. Et ce mouvement, il est joyeux. Et donc, dans tous les cas, on essaie d'accompagner, d'entendre, d'écouter et de chercher des solutions. Mais c'est très intéressant parce qu'il y a vraiment ce côté positif qui ressort de toutes parts. Et ça embarque, quoi. Complètement. comme dit Julien. Ouais, je voulais témoigner aussi parce que comme tu l'expliquais à Cherbourg, finalement, nous, ça a été un peu pareil. On a lancé juste après le confinement, donc le mouvement, on a été se prendre en photo devant les panneaux des 3 villes, parce que c'est une agglomération où il y a 3 villes. Et en fait, on a été relayé tout de suite par la presse. Et le groupe, en quelques jours, on avait plus de 100 personnes. Dans la foulée, en fait, les villes, il y a 2 des villes qui nous ont contactés pour nous rencontrer. Et sur la présentation un peu du mouvement et pourquoi on voulait faire ça, ils ont décidé de mettre d'un côté à disposition un terrain pour qu'on puisse jardiner, et de l'autre côté, on va faire une plantation au milieu de la cité HLM d'arbres fruitiers. Donc c'est vraiment je pense que la presse est très importante. La communication qu'on a du mouvement est vraiment très, très importante. Et les photos aussi à côté des panneaux, avec le sourire, les gens, et le fait qu'on ait un peu bravé quand même, dès que le confinement était fini, on a été se prendre en photo partout. Montre bien qu'il y a une adhésion de la part du public. Après, on avait fait une plantation sauvage. C'est un petit exemple. On a fait une plantation sauvage à l'initiative des gens. Ils étaient dans l'excitation un peu de la photo, et on a été planter des choses à un endroit qui était vraiment pas prévu. Et là, on a été face à un petit souci où 2-3 jours après, les gens sont revenus un peu sur ce qu'ils avaient fait en disant « Ah non, on n'avait pas demandé l'autorisation, on risque de nous saccager. » Et donc, moi, j'ai décelé ce problème, et le fait de travailler avec les mairies, ça permet vraiment d'apaiser, je pense, les gens sur le fait d'avoir des autorisations de planter et de végétaliser la ville. Merci de ton témoignage, Antea. D'accord, tous d'accord. Et en plus, ce qui est intéressant avec le mouvement des incroyables comestibles, c'est que, en fait, la première fois qu'on en entend parler ou qu'on en parle, les gens pensent à l'aspect alimentation, etc., etc. Et en fait, lorsqu'on fait les premières opérations, ils voient la dynamique qu'il y a, et des gens bienveillants. Et ça, c'est un gros plus du mouvement. C'est vraiment un gros plus du mouvement. Là, j'ai vu nos premières inaugurations. Là, vous avez peut-être vu sur les réseaux sociaux. Franchement, on était assez surpris. Je pense que même la presse elle-même était surprise.
Vraiment, ça fait une ambiance très particulière. Alors nous, on a à Honfleur, on est une association aussi qui s'occupe d'environnement, donc nous faisons des ramassages par exemple sur les plages, donc d'autres actions comme ça qui sont devenues de spécialistes qui sont préoccupés de l'environnement un peu familial avec des familles entières qui viennent pour faire les ramassages. Et je dois dire que l'ambiance est encore meilleure autour des incroyables comestibles, le fait que tout le monde se mette de tous les âges autour d'un même projet. Alors que par exemple pour les ramassages, c'est les gens se dispersent au fur et à mesure sur la plage et donc c'est en groupe mais un petit peu en solo. Je trouve que alors c'est peut-être parce qu'on n'a pas encore de grands espaces, tu me diras peut-être Gérard, mais franchement il y a le fait de co-construire quelque chose, c'est un gros plus humain. C'est vraiment un énorme gros plus humain qui fait que ce mouvement, franchement, ne peut qu'emporter la sympathie. Et nos illustres prédécesseurs présents, dont plusieurs sont ici, franchement, nous ont beaucoup facilité le travail puisqu'on avait beaucoup de matière à présenter et de laquelle s'inspirer, quoi. Oui, Gérard. Oui. Donc, moi, je regarde au niveau, parce que comme le lieu, nous, on a un lieu qui est absolument extraordinaire, hein, c'est sûr, mais il est très visité. Ça veut dire que le week-end, par exemple, on fait nos permanences le dimanche après-midi, on a plein de gens qui passent, quoi. Et l'air de rien, ça interpelle beaucoup, parce que beaucoup de gens viennent pour la première fois, découvrent le lieu et nous posent des questions. Et notamment la question, mais comment vous gérez les parcelles? À qui appartient tel endroit? Qui s'occupe de ça? Qui est le chef ici? Parce qu'ils ont, franchement, c'est pas dans leur façon de penser. Le fait que l'on puisse travailler collectivement, que l'on puisse passer du temps à cultiver, alors qu'on ne va pas récolter soi-même, donc on cultive pour les autres, c'est ce qu'on explique, hein, et qu'en plus on est dans la bienveillance, ça interpelle et franchement, les réactions des gens sont assez marrantes, mais en même temps, c'est très riche en apprentissage pour eux, quoi, je pense. Voir que ça peut exister. Pour certains, c'est tout simplement pas imaginable. Oui, j'allais juste rajouter, c'est le principe de changer le paradigme. Voilà, c'est ça, exactement. C'est vraiment ça. Je crois qu'il y a une question de Laura, à moins qu'on ait pu répondre à ta question. C'est est-ce que vous avez déjà essayé de poser des bacs dans les rues de votre ville style Tom Orden? Si oui, est-ce que je peux avoir des retours d'expérience? C'est-à-dire des bacs, tu veux dire des bacs en pleine rue comme ça, au culot, pas dans des squares ou... C'est ça? Au culot ou pas, hein, avec l'autorisation de la mairie ou pas, après. Hein, les bacs, Oui, donc... surtout que les bacs, Julien, il peut en parler, il en a posé il n'y a pas longtemps et franchement, ça a fait vraiment dans les journaux, donc c'était assez sympa quand même. Oui, on va pas faire une affaire périgordine, mais oui. Mais ils vont se déplacer et du coup, on va pouvoir montrer vraiment ce que ça donne en potentiel. Voilà. Après, c'est une histoire politique qu'il y a derrière ces bacs, donc on va pas trop en parler ici, c'est pas l'endroit, je pense. Mais alors, sur la présentation aussi de Mathilde, il faut voir que je pense qu'il y a peut-être un facteur incrémental, c'est-à-dire que il y a peut-être des rythmes propres à chaque groupe. Oui, et que vous n'êtes pas obligé de tout faire en une semaine, en un mois. Simplement le fait de planter quelque chose, donc avec au pire des cas, avec un préjudice plus que léger pour la communauté, mais avec l'estime de la population que vous obtiendrez, franchement, à partir du soutien de la population, tout est possible ensuite. Donc, je ne sais pas si les réponses sont assez précises, Laura. Je ne sais pas quel est ton projet incroyable, italo-franco, mais l'expérience, en tout cas, à ceux que j'ai lus, je pense que pas mal de groupes ont commencé comme ça. Voilà. Oui, puis je voulais juste rajouter juste avant, voilà, ça c'est quelque chose que je voulais dire pendant ma présentation. Je ne sais pas si c'est très bien passé, mais c'est fait comme vous le sentez. En fait, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode. Nous, on propose quelque chose, mais après, c'est chaque groupe a son histoire. Et là, quand on vous écoute, on se rend bien compte que chacun, vous avez eu votre histoire et votre façon de faire, et que finalement, le principe, c'est juste de faire communauté, de ramener du public et finalement de faire plier un peu les politiques locales. Donc voilà. Alors, moi, je voudrais rappeler... Oui, vas-y. Ah, pardon, vas-y, je t'en prie, Laurent. Vas-y. Je
Je sais que tu as une grande expérience de création de groupes des incroyables. Ça m'intéresse non. de Non, t'entendre. justement, moi, j'ai pas monté de groupe incroyable. Mais vas-y, je t'en prie, Laurent. Mais vas-y, N'hésite pas. vas-y, parle. Bon, donc, moi, ce que je voulais dire, juste mon expérience personnelle pour monter un groupe dans une ville, donc il n'y avait pas l'étiquette incroyable, mais en tout cas pour monter un groupe de bacs de comestibles en ville, c'était de m'appuyer sur un centre social. Et je trouvais vraiment l'opportunité intéressante parce que à eux, à la fois, ça leur donne de la matière pour travailler avec les jeunes, et à nous, donc c'est vraiment un support intéressant pour commencer à rentrer dans une vie sociale d'un quartier. Voilà. C'était moi mon approche en tout cas que j'ai eue sur Périgueux. Maintenant, je t'en prie, Laurent, la place est à toi. Nazi, tu voulais prendre la parole? Pardon, vas-y. Non, moi, ce que je déplore un petit peu, c'est que ce soir, on ne parle pas finalement de l'ADN des incroyables. Tu trouves que j'ai loupé mon... Non, mais c'est pas par rapport à ta présentation qui était très bien. Moi, mon expérience, bon, j'ai créé quand même quelques groupes des incroyables et j'ai pu voir un peu ce qui se passait. Je veux dire, l'ADN des incroyables, c'est quand même l'autonomie alimentaire, c'est de produire son alimentation localement et à partir de là, je veux dire, de transmettre. Et la transmission, c'est pour moi déjà forcément d'aller dans les écoles, faire de l'éducation populaire, aller dans les quartiers, essayer de faire des choses pour montrer aux gens qu'on est capable de faire pousser sa propre nourriture près de chez soi. Et certainement pas de faire des partenariats avec des grandes surfaces ou avec des magasins qui en fait finalement se servent plutôt de nous par expérience pour faire du greenwashing plutôt que, je veux dire, pour nourrir notre projet collectif et notre projet citoyen, quoi. C'est ça. Et l'autonomie alimentaire, c'est un sujet beaucoup plus large et beaucoup plus important que ce qu'on veut l'admettre aujourd'hui. Et si on veut faire bouger les incroyables, je crois qu'il faut aller taper aux portes des politiques pour justement qu'à un moment donné, ils donnent les moyens de pouvoir développer des projets de ceinture alimentaire territoriale, parce qu'aujourd'hui, les projets alimentaires territoriaux qu'ils font sont juste imbouffables et c'est technocratique. Et après, je voulais finir, moi j'aime bien l'idée de ce qu'a fait Salomé à Pertuis. Et la réflexion que je me ferai, c'est qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile de monter un groupe des incroyables comestibles dans une zone rurale où on peut dialoguer facilement avec son élu, où il y a une proximité, où on connaît un petit peu tout le monde. Et ça, c'est hyper important, alors que la ville est devenue une zone de conflit, une zone de guerre, une zone d'intérêt politique, et franchement, voilà, et d'intérêt personnel aussi. Et donc finalement, la ville, c'est le dernier endroit où on peut faire pousser des légumes. Disons, moi, c'est ce que je pense de plus en plus, en tout cas. Parce que c'est pas en faisant des petits ateliers jardinatoires à droite à gauche qu'on va nourrir on va nourrir la communauté, hein, c'est clair. Alors je rappelle que sur la résilience alimentaire, après-demain, il y a une énorme conférence aussi qui est consacrée à cette question-là. Je pense pour te répondre, Laurent, il y a ce qui est vraiment important aussi avec les bacs et les ateliers et tout ça, c'est vraiment le côté pédagogique. Parce que les gens ne se rendent plus compte, en fait, combien de temps ça met de pousser une tomate, combien de temps ça met de pousser un concombre ou des choses comme ça. Et de passer devant le bac tous les jours et de voir les légumes grossir, grandir et colorer, force, à mon avis, à avoir plus de respect pour ce qu'on mange. Et c'est un premier pas. On sait très bien que l'autonomie alimentaire, ça va pas être demain. On aimerait bien, mais c'est pas encore ça. Et que faut passer par une phase de pédagogique, d'éducation, même si bon, c'est un peu surfait de dire ça, machin, mais je pense vraiment que les gens, ils ont besoin de quelque chose de progressif. On peut pas leur dire demain, on fait comme ça. Donc, c'est vraiment par habitude et par voir les autres faire
qu'on va s'habituer Non, et prendre oui. le respect, je pense. Si je peux permettre, enfin, c'est vraiment de l'éducation populaire qu'on fait à mettre des bacs. On est loin de nourrir une ville avec 3 bacs posés comme ça à droite à gauche. C'est Exactement. pas le but. Le but, c'est vraiment de sensibiliser les gens à cette possibilité d'avoir du légume, en tout cas à proximité, quoi. Et à partir de là, on a un outil qui est ces bacs, qui permet de rentrer en relation et de démarrer quelque chose vraiment d'intéressant avec les gens, quoi. Enfin, Alors, moi, je le vois comme ça. Gérard, puis Salomé. Donc moi, je réagis par rapport à ton intervention, Laurent, et enfin, nous, on s'est un peu débarrassé de ça, si tu veux, parce qu'au début, on avait ce genre de débat, et finalement, on excluait pas mal de monde, quoi, en l'ayant. Et pourquoi? Parce que dès l'instant où tu commences à aborder les choses de manière très politique, tu as beaucoup de personnes qui vont pas te suivre et qui vont quitter les jardins pour cette raison-là. Et franchement, on a carrément abandonné. Ça veut dire que c'est un peu ce que j'ai expliqué d'ailleurs hier, c'est que quand on arrive au jardin, on vient pour jardiner et on oublie tout le reste. Et là, on est vraiment, comme tu le dis, Julien, on est vraiment dans l'éducation populaire, mais simplement de rétablir le contact avec les natures. Et puis après, c'est plus notre, je veux dire, c'est l'affaire des gens. Ça veut dire que dès l'instant ils sont retrouvés le contact avec les natures, on a changé leur paradigme dans la tête, comme tu le disais tout à l'heure. Après, c'est à eux de jouer. Enfin, c'est à eux de s'investir dans d'autres choses. Nous, au jardin partagé ou d'un instant où on jardine ensemble, on amène les gens par le plaisir d'être ensemble, par la redécouverte des liens qu'on peut avoir entre nous. On leur apprend à vivre autrement et à se reconnecter à la nature. Voilà. Merci Gérard. Je te suis dans cette idée qu'il ne faut pas minimiser chaque pas, si petit il soit en fait, ce pas vers les incroyables comestibles, vers les mains dans la terre, cette émulsion qui s'y passe et tout. Moi, j'ai vu vraiment des personnes changer autour de nous, des personnes qui ont changé leur habitude de consommation, d'achat, qui ont adhéré à des AMAP ensuite, qui ont adhéré à d'autres mouvements. Et il ne s'agit pas de porter le poids, effectivement, d'un futur inconnu et, et voilà, on n'est pas forcément fait pour faire de la politique, on n'a pas une responsabilité trop lourde sur les épaules. Lorsqu'on participe au Colibri ou au mouvement des incroyables comestibles, on peut prendre avec légèreté et avec ce qu'on peut faire de sa personne, mais sans forcément aller chercher toutes ces questions qui à un moment donné peut-être se posent. Si on en a envie, on va vers toutes ces instances. Mais sinon, voilà, juste ce partage, effectivement, dans la diversité de ce que représente l'humain, c'est très, très riche. Et ça apporte de vrais changements intérieurs. Quand on met un pied ou une main dans la terre, on y revient, quoi. Oui. Et surtout, ne pas exclure, jamais. C'est très inclusif. Et effectivement, on n'exclut rien du tout, ni personne. Mais il faut des personnes à toutes les échelles. Ah pardon, je vous parlais, micro coupé, excusez-moi. Donc je disais merci Gérard, merci Salomé. Et Lydie, tu as la parole. Merci pour tous ces témoignages, c'est chouette, c'est toujours hyper inspirant. Surtout un grand merci déjà à Mathilde, Johan, Hermione qui ont beaucoup œuvré là pour réunir tout plein de contenus, d'intervenants, etc. Donc bravo à tous les trois, surtout pour cet incroyable printemps. Moi, j'avais envie de revenir sur une chose qui a été assez propre à notre groupe. Ça a été ça a été un démarrage autour du compost, autour de comment en fait on permet d'être dans un cycle, quelque chose qui est vertueux effectivement, mais le retour à la terre du coup, de retour des déchets à la terre, mais aussi dans cette idée de travailler beaucoup sur de la récup, sur finalement ne pas nécessairement avoir besoin de beaucoup de choses. C'est évidemment du lien, c'est de l'humain, c'est du temps effectivement. Et on se rend compte effectivement qu'en faisant les choses comme ça, on embarque aussi plein de gens
parce que on montre que c'est possible de faire avec pas grand-chose finalement. Donc, juste de la bonne énergie, voilà, des bons petits plats, enfin voilà, des choses très simples en fait, de retourner vers la simplicité. Et parfois même, j'avais même l'impression qu'on pouvait aussi le transférer, ce truc de faire avec au mieux avec ce qu'on a, faire toujours de son mieux, à aussi nos vies, à l'humain, comme une espèce de recyclage de l'humain aussi. C'est-à-dire que nos vies, elles nous ont aussi un peu, voilà, des fois mises à mal, avec beaucoup de choses, un rythme très effréné, etc. Et de reprendre un peu le pas, enfin la main sur finalement nos cycles, notre nature, notre saisonnalité aussi à chacun, de se retrouver, de retrouver ces liens, cette bienveillance, etc. Pour moi, c'est aussi un peu une espèce de recyclage, finalement, pas recyclage, mais de retrouver finalement des choses qui sont essentielles. Donc voilà, donc j'avais envie de vous partager aussi comment nous, ça s'est fait. Et puis petit à petit, on a gardé ça en fil rouge et avec plein de beaux projets maintenant sur plein d'autres sujets. Et encore un grand merci à tous les trois. Merci à toi, Lydie, qui est au CA des Incroyables Comestibles France. Antea, tu as la parole. Moi, je vais juste profiter en fait de ce qu'a dit Lydie au début pour vous inviter demain à découvrir le compost et son fonctionnement. C'est ça, c'est exactement ce que j'ai écrit dans le chat. Je dis le compost, c'est Antea qui nous a fait. Donc, non, mais c'est bien, il y a plein de points qui se rejoignent, quoi. Tout à l'heure, on parlait du bien-être au jardin, on va en parler aussi durant la semaine. Le 28, c'est plus de verre laisse béton qui va nous en parler. C'est une autre association qui, eux, font de la thérapie par le jardin. Donc, elle va nous parler de tous les bienfaits du jardinage sur le mental. Et puis ouais, du coup, demain, Antea qui nous parle du compost. Et justement, c'est vrai que j'en ai pas parlé au début, donc c'est bien que tu en aies parlé, Lydie, parce que c'est vrai que le compost, ça fait partie de ce cercle vertueux, en fait. Parce que là, je vois déjà avec notre groupe ce week-end, en fait, on a ouvert les composts et tout était mûr. Et en fait, on s'est fait un malin plaisir à les vider et en mettre partout dans tous nos bacs. Et on se dit, c'est fou parce qu'on a ça gratuitement, en fait. Enfin, c'est de la matière organique gratuite et voilà. Et c'est juste un joli cycle. Mais le compost, c'est vraiment le cycle le plus représentatif en fait de la vie. C'est-à-dire que on part du zéro déchet, on jette des trucs qui deviennent des ressources. Ça apporte tous les nutriments qu'il faut au sol pour se régénérer, les minéraux, tout ça, enfin tout ce dont les plantes elles ont besoin pour pousser. Et après, on peut de nouveau s'alimenter en fait avec ces plantes qu'on a fait pousser. Donc, et il y a un retour après puisqu'on re-rend encore. Et c'est un peu le problème qu'on rencontre dans notre société, c'est si on achète notre nourriture au supermarché et qu'on la jette dans la poubelle noire, dans le sac noir, on ne rend jamais les minéraux et ce qu'on a pris en fait au cycle. Et donc, ça ne revient jamais. Et ça, c'est très important de renourrir notre terre aussi. Alors là, tu as super bien vendu la webconférence de demain. On en veut plus, on en veut plus. Voilà. Donc pour ceux qui ne voient pas, qui ne verront pas en direct, pourront retrouver l'enregistrement, mais c'est jamais aussi bien que de partager le moment présent. Merci beaucoup. Merci à tous. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant que j'arrête l'enregistrement? C'est le moment. Surtout ceux qui n'ont pas encore lancé leur groupe, vous profitez d'expériences de nombreuses personnes présentes ici. Pas de questions? Il ne me reste plus qu'à remercier tout le monde, à remercier Mathilde, et à remercier Lydie, Laurent, Gérard, Salomé, Antea. Merci Julien. Mathilde. Merci à vous d'être là parce que si Sophie, oui, Stéphane, vous oui. pas Il y avait un gros boulot là en préparation. Et surtout, n'oubliez pas, vous êtes incroyables. D'ailleurs, si jamais vous avez des questions ou vous voulez que je vous envoie même le PowerPoint, je peux aussi vous envoyer. Il reste encore quelques petits détails, mais le gros du journal d'accueil est là, le guide. Donc, je peux vous l'envoyer. On est en train de terminer. Il nous manque juste la charte graphique et le dossier de presse qui est
presque fini. Mais voilà, sinon tout est là et vous avez plein d'infos. Vous avez justement tout le guide aussi en lien des greniers de l'abondance, de graines de troc. Je sais plus. Oui, et Cocopelli. T'as dit tout le monde. Voilà. Et qui ont un super argumentaire pour les mairies. Enfin voilà. Donc si vous avez envie que je vous envoie ça, n'hésitez pas à envoyer un message sur la page Facebook si vous y êtes, ou sinon je peux vous mettre l'adresse, mon adresse mail. Et je vous envoie ça. Alors, donc je rappelle donc les Incroyables Comestibles France, c'est lesincroyablescomestibles.fr, qui a une page Facebook et que vous pouvez retrouver aussi sur Facebook, l'Incroyable Printemps. Voilà. Bonne soirée tout le monde. Je vais arrêter l'enregistrement et merci à tous ceux qui nous ont regardés, qui nous regardent dans le futur. À bientôt et à demain. Merci beaucoup. Bonne soirée.